Bonjour à toutes et à tous. Il y a polémique autour du dépistage et de la prise en charge de l'autisme en France. Selon les associations de parents, c'est une situation scandaleuse, un dépistage beaucoup trop tardif et surtout des perspectives qui se résument à l'asile psychiatrique ou à la camisole chimique. On en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on se serait trompé? En tout cas, la France a une façon particulière de prendre en compte l'autisme et de le dépister. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, je vous entends soupirer, mais en tout cas, il y a des thérapies comportementales qui sont acceptées à l'étranger et qu'on ne prend pas en compte en France. On en parle aujourd'hui. On est sur cette polémique avec Francis Perrin. Bonjour Francis Perrin. Bonjour. Vous étiez intervenu par téléphone. Spontanément, vous aviez appelé au mois de mai au cours des journées de l'autisme. On parlait donc de cette prise en charge de l'autisme pour nous dire que vous aviez un petit garçon de 3 ans et demi, autiste, et vous étiez très en colère et vous l'êtes encore aujourd'hui. On va revenir dans un instant sur votre histoire. Mohamed Sajidi, bonjour. Vous êtes président de l'association Léa pour Samy, porte-parole de cette association, La Voix de l'enfant autiste. Vous avez un fils qui a 12 ans qui est autiste et vous vous battez justement pour qu'il y ait une prise en charge plus tôt qu'il y ait un diagnostic précoce et un dépistage précoce, bien sûr. Et puis d'autres thérapies, et vous nous raconterez, vous, comment votre fils, l'évolution de votre fils avec ces thérapies. Et professeur Bernard Golz, bonjour. Vous êtes chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker, enfants malades, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes, et vous venez de publier ce livre, Autisme, état des lieux et horizon. Donc vous nous direz... C'est un livre collectif, hein. C'est un livre collectif que vous avez dirigé, où il y a plusieurs auteurs, mais vous avez participé. Mais votre livre dit « L'autisme infantile précoce demeure encore aujourd'hui une question délicate. Il est nécessaire d'aborder avec le plus grand calme et le plus grand sérieux pour ne pas relancer des polémiques passionnelles et stériles. » Donc vous dites qu'il n'y a pas de polémique, en gros. J'ai dit ça là dans ce que vous venez de lire? Des polémiques stériles et... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de polémique, je dis que la polémique est stérile, est inutile. C'est pas pareil de dire qu'il n'y a pas de polémique. Mais je pense que vous commencez votre émission de manière polémique, effectivement. Oui, parce que je vais vous dire ce que j'avais écrit dans mon lancement. Ouais. Encore une exception française, celle-là est scandaleuse. En France, près de 100 000 personnes sont traitées comme au Moyen-Âge sont les autistes. Mais tout ça, c'est des mots creux. C'est des mots creux. Ce sont des mots creux. Je suis venu ici parce que je pense qu'à LCI, on peut parler tranquillement et calmement. J'ai demandé que ce soit le cas. Je vais faire en sorte que ce le soit. On ne peut pas rentrer dans des clivages en disant d'un côté tout est bon, d'un côté tout est bon. Le tout psychanalytique a échoué. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le tout pédagogique ou le tout rééducatif échouera aussi. Je crois que si on veut séparer et cliver les choses, on fait comme les enfants autistes qui ne peuvent pas trouver le juste milieu. Alors moi, je veux parler calmement. J'ai déjà donné beaucoup dans des polémiques où on s'étripe et où il n'en sort rien. Je crois qu'aujourd'hui, en 2005, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse justement parler beaucoup mieux de tout ça. Et ce que je voudrais corriger simplement dans votre introduction, c'est que si la situation en France n'est pas bonne, je suis parmi de nombreuses personnes à le déplorer, à faire en sorte que les choses s'arrangent. Il y a beaucoup d'autres pays où les choses ne sont pas bonnes non plus, et il ne faut certainement pas prendre les États-Unis comme un exemple. On n'a pas pris les États-Unis, mais il y a quand même des différences de traitement. Alors on va y venir. Encore un mot quand même pour dire que j'ai beaucoup œuvré au cours des 2-3 dernières années, pas tout seul, mais avec d'autres, pour créer le Centre Ressources Autisme Île-de-France, où nous avons là un dialogue extrêmement fructueux avec entre parents et professionnels, et je ne suis pas là pour m'étriper avec qui que ce soit. Alors, Francis Perrin, je voulais que vous nous racontiez, vous, votre Moi, je me souviens, nous sommes avec mon épouse, je me souviens de ça, et je n'oublierai jamais un certain mois de juillet 2004 où vous nous avez reçus. Et on vous a présenté notre fils Louis, et vous n'avez absolument pas posé le diagnostic, alors que là, on est reparti sans que vous n'avez pas prononcé le mot. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Sans entrer du tout dans les... Non, mais attendez. Non, simplement, vous savez, simplement, je vous pose la question. Pourquoi vous nous laissez repartir dans cette... Alors, on ne parle pas pour l'instant des causes, hein, on parle du dépistage et du diagnostic. Oui. Voilà, exactement. Personne au monde, je vous le dis droit dans les yeux, monsieur Perrin, personne au monde n'a le droit de vous faire un diagnostic d'autisme en vous voyant une fois, à propos de votre enfant. La personne qui le fait est un charlatan. Et je peux donner des raisons à cela. Mais laissez-moi aller au bout de ma phrase. Allez au bout de votre phrase et puis après vous répondrez. Quand on voit un enfant qui a des mécanismes autistiques, aussi serrés soient-ils, en une fois, voire même en deux, il faut prendre le temps. Il y a plusieurs situations possibles. Ça peut être un enfant autiste, effectivement. Mais ça peut être aussi un enfant qui a eu une dépression quand il était bébé et qui s'est enfermé dans les mécanismes autistiques qui n'ont pas du tout le même avenir qu'une structure autistique primaire. Ça ne se diagnostique pas en une fois.
pas en 2 et peut-être même en 3. Il faut observer l'enfant un certain temps. Je suis très, monsieur, je vous laisserai tout le temps que vous voulez après. C'est pas une exception française. C'est une discussion que nous avons dans tous les congrès mondiaux. C'est une discussion que nous avons dans tous les congrès mondiaux. La distinction entre mécanisme autistique, notamment après une dépression du bébé, et structure autistique primaire est un problème mondial qui ne se fait pas en 2 minutes. Et je termine ma phrase. Et parler d'autisme à ce moment-là pose un problème éthique. Il ne s'agit pas du tout de faire de la rétention d'informations. Je suis tout à fait pour que les parents ont le droit de savoir ce qu'on pense de leur enfant, mais ils n'ont pas le droit de savoir ce qu'on pense faux. Ils ont le droit de savoir ce qu'on pense véritablement. Au Centre Ressources Autisme de France, dans tous les centres ressources autisme de France, les méthodes se sont mises en place pour des dépistages de plus en plus précoces, avant 18 mois et si possible avant 12 mois. Le maniement du terme d'autisme, on y reviendra à cette époque-là, pose un grand problème éthique, technique, clinique et thérapeutique pour l'instant. La rétention à l'information est une qualité performante quand même en France. Alors, on ne peut pas continuer à laisser dire des choses comme ça. Donc je ne veux pas polémiquer, monsieur. C'est ce que vous faites. Non, je suis là pour défendre un peu le droit de l'enfant autiste. Donc quand vous parlez quand même d'enfants qui tombent dans une dépression, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Mais monsieur, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dépression justement, précoce, excusez-moi, monsieur, une dépression précoce n'existe pas. Si vous me permettez, je vais donner le fond du problème. Il y a une classification qui n'est pas la même en France qu'à l'étranger. Il y a quand même une spécificité française. C'est plus grave que ça. C'est un diagnostic international, madame. Je ne pensais vraiment pas venir à une émission de ce type. Excusez-moi. Vous connaissiez Francis Perrin, vous avez entendu l'émission qu'on a faite au mois de mai. Donc vous invitez quelqu'un qui dit que la dépression du bébé n'existe pas. Le monde entier en parle. C'est pas ce qu'il a dit. Soyez pas de mauvaise foi. Laissez-le poursuivre. Je m'explique rapidement sur les classifications. Vous avez les classifications de l'Organisation mondiale de la santé à laquelle la France adhère. Tout à fait. Vous avez les classifications de l'Association de psychiatrie américaine qui sont le DSM-4. Dont la France se sert, tout à fait. Et vous avez les classifications que nous on qualifie de franco-françaises qui sont spécifiquement français. Vous avez sur les 2 classifications, donc première, autisme, Rett, Asperger, troubles désintegratifs de l'enfant, et vous avez les classifications françaises dans lesquelles des diagnostics qui sont bannis par l'Organisation mondiale de la santé. Autisme et troubles autistiques, psychose précoce, autisme infantile précoce, je ne sais pas ce que c'est, et je défie qu'on me le montre. Autisme, autre forme de l'autisme, donc un certain mélange. Psychose précoce déficitaire, ces diagnostics-là ne sont pas reconnus. Quand monsieur vous dit qu'il y a une dépression de l'enfant, c'est là où on fait quand même le reproche aux parents. C'est à la mère qu'on reproche la dépression de l'enfant. Vous comprenez, quand monsieur vous dit ce qui est dramatique, c'est le retard français, on l'entend. Quand vous dit on peut pas diagnostiquer l'autisme la première fois, moi je défie monsieur que d'un enfant qu'il peut lui voir la première fois ou qu'il ne peut pas poser un diagnostic, que d'autres peuvent le faire avec compétence. Je ne sais pas comment reprendre le débat de manière intelligente, madame. Mais c'est-à-dire la question, ce qu'on vous reproche, pas seulement cette association, d'autres associations, c'est le diagnostic tardif. Mais le seul reproche que je peux me faire, c'est de ne pas bien me faire comprendre un certain nombre de parents. Mais pourquoi le diagnostic mais dans ce que vient de dire ce monsieur, tout est faux. Tout est faux. En France, dans les centres ressources autisme, dans tous les centres ressources autisme, effectivement, nous utilisons une échelle française qui nous intéresse parce qu'elle fait partie de notre culture et de nos traditions, mais tous les enfants sont cotés sur la DSM-4 et la CIM-10. Ce sont les 2 échelles. C'est-à-dire ces références dont on vient de parler. Absolument. Tous les enfants sont cotés là-dessus. Et dans cette échelle-là, il y a une place pour les dépressions du bébé, voyons. C'est un problème international. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la dépression, là je me adresse au médecin, entre la dépression du bébé et les diagnostics de l'autisme et les symptômes de l'autisme? Est-ce qu'il y a des signes? Quand un bébé se déprime dans les premiers mois de sa vie, pour se défendre de la souffrance psychique, il peut recourir à certains mécanismes autistiques qui peuvent donner le masque, donner le change, faire penser qu'il est autiste. Et il ne l'est pas encore. Et si on prononce à ce moment-là, si on s'enferme trop vite dans l'idée qu'il est autiste, le mot autiste, le mot d'autisme draine beaucoup d'associations de pensée. Je crois que le grand risque, c'est de paralyser les parents et de les affoler par un destin. Le grand risque, parce que moi, je me souviens que donc je ne l'ai pas fait parce que vous dites que je n'ai pas prononcé le mot autisme. Ah non, mais il était devant vous avec tous les signes évidents. Et ça, vous nous avez donné un interrogatoire
culpabilisant. Oh. Ah si, enfin mon épouse s'en souvient encore. On peut ressentir les choses comme on les ressent. Sorti de l'hôpital à Necker ce mois de juillet 2004, absolument anéanti. Vous pensez que vous auriez été plus à l'aise si je vous avais dit votre enfant est autiste? Oui, je pense, oui. Je pense que là, mais par exemple, ça nous aurait fait... un enfant de 3 ans, parce qu'on parle du bébé, mais un enfant de 3 ans, est-ce qu'il n'y a pas des signes cliniques qui sont autres que ceux de la dépression? Non, mais il y a un enfant de 3 ans qui s'est enfermé dans les mécanismes autistiques parce qu'il était déprimé, mais qui n'est plus déprimé. Et ce jour-là, si vous le voyez en une fois, vous ne pouvez pas dire si c'était une structure autistique primaire ou des mécanismes secondaires. Et le pronostic n'est pas le même et la prise en charge n'est pas la même. La prise en charge n'est pas la même. Et vous nous avez pas dit qu'il y avait de prise en charge, rien. Vous nous avez dit... Perrin, on n'est pas là pour se disputer, vous et non, moi. mais je ne dispute pas, simplement je me demandais je crois que vous avez oublié un certain nombre de choses que je vous ai dites ce jour-là. D'abord, il faut savoir une chose qui est prouvée aujourd'hui. Un enfant est né autiste, il vivra autiste, il mourra autiste. Mais ça, c'est inacceptable. C'est une incompétence. Ce que j'entends est une... C'est inacceptable. Bon, alors, attendez, on va pas faire un débat. C'est inacceptable. Vous avez invité quelqu'un de très bloqué dans une position extrême. Mais vous êtes aussi très dans votre... Mais non, quand quelqu'un vous dit un enfant né autiste, est autiste, vivra autiste, mourra autiste, je ne peux pas entendre ça. Des équipes entières se battent. Vous ne savez pas. Alors écoutez, je suis... Excusez-moi, on va prendre de votre formation. C'est le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de formation. Est-ce qu'il y a un problème selon vous de formation, de formation en tout cas sur le dépistage? Les choses ont beaucoup progressé depuis une quinzaine d'années, depuis notamment d'ailleurs une dizaine d'années avec la création des centres autisme, ressources. De nombreuses équipes en France maintenant sont capables de faire des dépistages dans les 18 premiers mois. Dans les 12 premiers mois, je maintiens ma position, dans les 12 premiers mois, nous n'avons pas à dépister les enfants autistes. Non, mais là, on dit que le diagnostic en France se fait pas avant 4, 5, voire 6 ans. Non, mais madame, c'est incroyable qu'on dise encore des choses comme ça. Vous avez une étude de M. Fonba. Je peux expliquer le cheminement. L'âge moyen du premier rendez-vous est à 19 mois. 60% des enfants sont diagnostiqués avant la fin des 30 premiers mois. Et après, il en reste. C'est effectivement dramatique, mais il en reste dans tous les pays dont le diagnostic est fait tard. L'immense majorité des cas est diagnostiquée avant 2 ans et demi, 3 ans. Et de plus en plus de cas avant 18 mois. Et laissez-moi finir quand même, parce que si vous dites des choses extrémistes, tout à fait. Dans la première année de la vie, et tous les pédopsychiatres, psychologues et psychanalystes et professionnels s'entendent là-dessus, nous n'avons pas à dire cet enfant est autiste ou le sera. Nous avons à dépister des enfants qui ont besoin de soins. Et il y a une plateforme de vulnérabilité. Il y a des enfants qui vont peut-être devenir autistes, mais d'autres qui vont devenir plus disharmoniques, plus psychotiques, plus déficitaires, voire certains se normaliser. Si on bloque les gens avant un an dans le diagnostic d'autisme, on est dans une attitude irresponsable. Excusez-moi, donc je prends un point déjà rapide sur les centres ressources autisme. Les centres ressources autisme sont financés aujourd'hui par le public, mais ils sont tous dirigés par la psychiatrie incompétente dans le domaine de l'autisme. J'affirme. J'affirme au nom de Léa Pour-Samy, la voix de l'enfant autiste. Nous, on travaille dessus. Donc, c'est une avancée de créer des centres ressources. Mais franchement, au niveau de l'information auprès des parents, on est encore dans des défaillances graves. Je pèse mes mots, des défaillances graves. Je suis adhérent. L'association Léa Pour-Samy est adhérente à l'association ADOC. Vous me permettez de répondre. Mais je ne vous permets pas de dire des fautes. L'association Léa Pour-Samy est adhérente au centre ressources autisme. Alors, on reviendra, vous nous expliquerez ce que sont que les centres ressources autisme. Le centre ressources autisme Île-de-France est dirigé par un conseil d'administration de 24 personnes, 12 parents, 12 professionnels. Voilà. Alors, on va y revenir après le journal, et je vous signale quand même qu'on a beaucoup de témoignages de parents qui disent s'être battus pour faire reconnaître l'autisme. On y reviendra après le journal, tout de suite. Et tout le monde a progressé. Oui. On parle du dépistage et du traitement de l'autisme en France, polémique autour du dépistage précoce et de la prise en charge des autistes. 01 41 41 43 00. On en parle avec Francis Perrin. Donc, faut-il rappeler que vous êtes comédien, vous êtes surtout le papa d'un petit garçon autiste qui a 3 ans et demi aujourd'hui. Mohamed Sajidi, vous êtes président de l'association Léa Pour-Samy, la voix de l'enfant autiste. Vous avez un fils qui a 12 ans et qui est autiste. Et professeur Bernard Gols, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker enfants malades et professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes. Et vous avez coordonné un ouvrage qu'on peut trouver aux éditions ARS, Autisme, état des lieux et horizon. Donc on va essayer de pacifier le débat. Vous n'y croyez pas, mais je voudrais qu'on peut-être avoir Francis Perrin. Non, moi je reviens sur ce...
mon épouse s'était rendu compte quand il était... pendant sa première année, donc que c'était pas un enfant qui réagissait comme d'autres, quoi, bien qu'on n'ait pas eu après. Mais on voit avec les 2 enfants là qu'on a eu après, il y a une différence énorme. Et moi, ce que je voudrais, c'est simplement que ce traitement que nous faisons, je ne dis pas que c'est ça, surtout pas. Il y a plein de choses qui sont liées, parce que l'autisme est multiple, et c'est pas ça. Il y a plein de traitements qui sont vraiment. Mais le traitement que nous faisons en ce moment là pour notre fils, qui c'est ABA, qui est une méthode éducative, l'analyse appliquée du comportement, qu'il a depuis 6 mois, les progrès sont faits. On nous a dit, et ça je me souviens, et c'est pas vous, Monsieur Gols qui nous avait dit ça, mais on a vu les gens après qui nous ont dit, il ne parlera jamais. C'est sûrement pas moi, oui. Non. Ah, mais je ne dis pas que c'est vous, mais il y a une période, je me souviens très bien, il ne parlera jamais. Il va rentrer à l'école, il commence à parler, il nous reconnaît, il sait l'alphabet, il sait compter. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, il y a une évolution extraordinaire. Il reconnaît ses frères et sœurs. Il y a une. Enfin, on sent qu'il y a des progrès. C'est une méthode qui doit être reconnue en France. Je ne dis pas que c'est la seule qui est valable, mais c'est une des méthodes qui doit exister. Et pourquoi elle n'existe pas en France? Pourquoi elle n'est pas reconnue? C'est tout. Que vous vous battez. Moi, je me bats uniquement pour ça, pour que cette méthode, pour que d'autres parents puissent avoir accès, parce que c'est remboursé, parce que ça coûte une fortune. Alors, on va vous laisser. Et au lieu d'envoyer donc je veux dire mon fils, je crois en hôpital de jour et tout ça, je pense que cette méthode. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit vous n'avez qu'à l'envoyer en hôpital de jour. Non, vous nous avez proposé de le prendre en hôpital de jour. Vous envoyez voilà, ça pendant 2 semaines ou 3 semaines. Ça c'est différent. Mais pourquoi ces méthodes, c'est quand même le fond du débat, sont moins acceptées? On rejoint le livre noir de la psychiatrie qui fait beaucoup parler en ce moment. On peut faire l'amalgame de tout. C'est vrai, on peut faire l'amalgame de tout. Cette méthode-là, je n'ai absolument rien contre. Personne n'a rien contre. Bah si, visiblement, elle n'est pas reconnue. Non, mais il y a d'autres méthodes tout à fait du même genre. Par exemple, ce qui se fait à Tours, autour de Catherine Barthélémy et d'autres, ce qu'on appelle les thérapies d'échange et de développement, qui sont à grosso modo du même ordre. Ces thérapies qu'on appelle comportementales, d'ouverture relationnelle sur l'enfant, sont tout à fait acceptables et acceptées. Je continue à penser que ça ne sert à rien de ne faire qu'une seule chose. L'autisme est hétérogène. Je voudrais bien aller au bout de cette phrase-là. L'autisme est hétérogène. Certains autismes ont une participation génétique probablement plus grande que d'autres. Certains autistes ont une participation psychologique plus grande que d'autres, cognitive. On commence à y voir un petit peu plus clair. L'autisme mais pour chaque enfant, il y a un mélange de facteurs, intérieur et extérieur. La prise en charge de chaque enfant doit être très adaptée à chaque enfant. Moi, je ne suis pas là pour faire du lobbying pour la psychanalyse ou pour une autre méthode. Je suis là pour dire que chaque enfant a un profil particulier, un mélange de facteurs causaux particuliers, qu'on doit trouver une réponse qui lui est très spécifique. Ça, c'est nouveau, ce discours. Mais bien sûr, mais comme monsieur a raté le train pendant 15 ans, il ne se connaît pas, ce discours-là. C'est vous qui êtes agressif. Oui, je vais l'être, et je peux l'être encore plus. Vous êtes agressif. Alors, si vous permettez... Vous reprochez une psychiatrisation systématique. Psychiatrisation, une psychanalyse aussi des parents et de l'enfant. Parce que ce que monsieur ne sait pas, c'est que nous sommes sur des difficultés. Par exemple, moi j'ai une dizaine de dossiers sur des cas graves, que j'appelle graves, où je reproche les défaillances du système actuel. C'est qu'un parent, par exemple, qui s'occupe de son enfant seul, qui n'a pas d'aide, vous avez un professionnel qui va saisir le procureur de la République en pensant que l'enfant est maltraité. Et donc on a une procédure qui se déclenche par le juge pour enfant. Et le juge va faire cette procédure, il va envoyer la maman avec son enfant vers la psychiatrie du secteur. Excusez-moi. Et nous, on se trouve dans une difficulté sur le diagnostic. Quand ce professionnel va poser un diagnostic de psychose infantile, nous, on est démunis puisqu'on ne trouve pas de professionnel. Et aujourd'hui, on a monté un réseau pour emmener des médecins étrangers pour créer des opérations de diagnostic. Nous en sommes là. Et monsieur vous dit qu'il n'y a rien. Écoutez, je vais vous dire. Quand on a des enfants de 14, 15, 16 ans, de 6, 7 ans, qui ne portent pas de diagnostic, vous avez les centres, les CAMS, c'est les centres d'action médicale précoce. C'est moi juste finir, vous pouvez répondre. Vous jamais fini. Quand un enfant qui a des difficultés, par exemple, à l'école, la psychologue de l'école l'oriente vers ce CAMS. Donc un centre qui est géré aussi par la psychiatrie du secteur. Ces centres-là ne donnent un diagnostic qu'à l'âge de 6 ans. Mais qui peut accepter et à l'âge de 6 ans, Madame Expert, le LCI est honnête. Nous sommes une association. On vous donne la parole, vous êtes là pour... Elle s'appelle Léa pour Samy, la voix de l'enfant autiste, et qui a pignon sur rue, c'est une succession de contre-vérités et de mensonges. Pourquoi vous n'attaquez pas? Vous connaissez Jean Plaquette. Tout est dit. Mais parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique qui ne sert à rien. On est revenu là il y a 10 ans en arrière. Quand monsieur parle des CAMS, les centres d'accueil médico-sociaux précoces,
précoces, qui reçoivent des enfants de 0 à 6 ans. Oui. Ils les prennent en charge de 0 à 6 ans. Oui, mais à sur 6 ans, son ils s'arrêtent. diagnostic, alors que l'intervention Vous dites que ce n'est pas vrai. Vous dites que le diagnostic est fait systématiquement. Monsieur, c'est un constat réel. Non, je voudrais vous dire une chose, en essayant de faire retomber un petit peu l'atmosphère. Je crois qu'on est dans une période difficile, effectivement, pour les parents. Je vais vous dire pourquoi, mais pas seulement à cause de l'extrémisme de personnes comme celle-ci. On est dans une période difficile parce que, justement, les connaissances sur les mécanismes intimes de l'autisme, des causes qui seraient, a beaucoup progressé. Du point de vue de la neuroimagerie, du point de vue de la génétique, du point de vue de la psychopathologie, tout ça, on a beaucoup progressé. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris moi il y a 20 ans, par exemple. Monsieur, pour vous. Mais est-ce que je peux aller au bout? Ça a beaucoup progressé. Et ce qu'on appelle trouble envahissant du développement, effectivement, on peut y mettre autisme ou psychose, ça n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes de psychopathologie. Est-ce que je peux parler jusqu'au bout? Et n'entraîne pas les mêmes prises en charge. Mais ce qui est difficile pour les parents, c'est qu'au moment où les connaissances se sont beaucoup accrues, où les centres ressources autisme, en partenariat, encore une fois, professionnels et parents, ont beaucoup travaillé, les moyens mis à la disposition ne sont pas suffisants et ont même diminué. Les gens véritablement forts. Est-ce qu'il y a qu'un problème de moyens? Là, il y a un vrai problème. Oui, il y a un énorme problème de moyens parce que les connaissances sont là. Mais je voudrais qu'il me réponde sur la psychiatrisation. Et c'est d'autant plus frustrant de ne pas avoir suffisamment de rééducateurs, d'orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues, de psychothérapeutes, de thérapies de cognitives de ce genre-là. C'est d'autant plus frustrant que maintenant on sait mieux comment on doit organiser tout ça. Mais si on se déchire, si on fait du clivage, si on fonctionne comme l'enfant autiste lui-même, on n'y arrivera jamais. Là, j'ai l'impression clivage, ils ont le mérite de porter quand même le débat. Mais ce débat, il existe. Madame Expert, écoutez, je suis un petit peu plus âgé que vous, c'est très bien pour vous. Ce débat, on l'a eu il y a 15 ans, il y a 20 ans avec vos prédécesseurs. Ça ne sert à rien, ça. Non, je disais ça. Juste sur excuse-moi, Francis. Non, vas-y. Juste sur tous les métiers paramédicaux, par exemple, c'est orthophoniste, psychométricienne. Tous ces gens-là, s'ils n'ont pas une formation spécifique à l'autisme, ils ont une prise en charge automatiquement inadaptée. Là, c'est un problème de moyens. Mais sur les moyens, excusez-moi, ne sont pas donnés aux pédagogiques. Parce qu'en France, ça, ce n'est pas d'ailleurs sur la psychiatrie, c'est l'État, c'est le pouvoir public qui en est responsable. Tous les budgets pour l'enfant différents, entre guillemets, sont donnés aux sanitaires. Et donc le sanitaire prime sur le pédagogique. Contrairement à ce que dit monsieur, les centres ressources autisme Île-de-France en 1996 par les décrets Simone Veil ont été créés et fonctionnent de cette manière-là pour répartir les crédits à part égale entre le soin, le pédagogique et le rééducatif. Et c'est pas monsieur qui change la vie. Mais vous réfutez la notion de psychiatrisation systématique, c'est-à-dire que quand on dit que les enfants autistes aujourd'hui n'ont pas d'autre solution que d'aller en institution, en asile psychiatrique ou en camisole chimique. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Beaucoup d'enfants autistes se sont pris en charge en externe, avec une coordination de différentes actions. Et les parents, d'ailleurs, ont leur mot à dire pour choisir ce qu'ils ont envie de faire. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une avancée. On ne va pas faire de rétention d'informations. On peut tout à fait, mais pour un enfant en externe, sans institution, le mettre en rééducation orthophonique par des gens compétents, psychomotrices, avoir une insertion scolaire en petits groupes. Les parents font le lien de tout ça. Mais le psychiatre peut avoir son mot à dire là-dessus. Sauf qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens de faire ça. Donc le psychiatre peut avoir son mot à dire pour organiser l'ensemble de la prise en charge. Et c'est pas parce qu'un psychiatre se penche sur un problème que le problème est psychiatrisé. On peut réfléchir ensemble si on n'est pas dans la haine. Non, mais la réponse apportée, ce qu'on entend, est insuffisante. Parce que les moyens, parallèlement à l'accroissement des connaissances, depuis 5 ans ou 10 ans, les moyens ont baissé. Mais pour revenir à ce que disait Francis Perrin, sur la méthode dont il est question là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exploration? Nous, on avait reçu ministre de la Santé de l'époque. Parce que nous avons en France la thérapie d'échange et de développement qui est beaucoup plus ancienne, qui a été validée, qui est utilisée dans beaucoup d'endroits, qui est développée par l'équipe de Madame Catherine Barthélémy à Tours. On peut une équipe. Mais non, qui est diffusée dans tous les centres ressources. Tout le monde la connaît et l'utilise à sa manière. Là, c'est du lobbying pour une. Non, mais on ne vous permet pas ça. Je dis juste une chose sur le lobbying. Non, nous, au niveau de l'association, on est très vigilants, même s'il y a une approche de traitement du comportement, par exemple, on est très méfiant parce qu'il faut aussi des compétences dans ce domaine-là. Donc c'est faux. Nous appliquons et nous expérimentons. Ça fait déjà 1 an qu'on expérimente sur plusieurs dizaines d'enfants, notamment ici au Maroc, sur cette prise en charge. Elle avance. Il y en a d'autres comme le PEX, par exemple, comme le TEACH, et qui sont pratiqués, qui marchent. Donc il n'y a pas de lobby, monsieur. Nous sommes dans une association de défense. Donc on protège l'enfant et on le défend. C'est différent. Sur les hôpitaux de jour, ce qui est dramatique, vous savez, monsieur, par exemple, ou un pédopsychiatre, envoie un enfant vers un hôpital de jour, il y a 600
200 € par jour qui sont directement payés par la sécurité sociale. Or, un enfant qui va à l'école, il y en a par centaines aujourd'hui. Pour obtenir une auxiliaire de vie scolaire, c'est impossible. Parce que le budget n'est pas là. Et ça, pour moi, c'est du ressort du Premier ministre qui doit séparer le budget entre le pédagogique et le sanitaire. Quant au problème du diagnostic, il faut que les pouvoirs publics créent une commission qui va dans les institutions publiques, notamment Necker, et que les enfants qui sont pris dans ces hôpitaux du jour soient diagnostiqués, évalués, qu'on évalue la prise en charge de ces enfants. Bon, écoutez, est-ce que je suis là pour faire donner des leçons sur mon service à Necker? C'est une des unités d'évaluation du Centre Source Autisme Île-de-France. Je pense qu'on connaît. Mais vous pouvez entendre ce qu'on vous dit. C'est une association qui représente les parents. Alors laissez-moi vous répondre. Vous pouvez entendre. Mais j'entends. Mais monsieur fait comme si c'est un combat personnel qu'il mène. Monsieur fait comme si l'objectif principal. Est-ce que je peux parler? Monsieur fait comme si l'objectif des pédopsychiatres ou des psys en général était de maltraiter les enfants, de maltraiter les parents, de les mettre coûte que coûte en hôpital de jour en attendant l'hôpital psychiatrique à 18 ans. Vous croyez que je me reconnais dans ce schéma? Vous pensez que je me reconnais dans ce schéma? La plus grande partie des enfants autistes en France, et je m'en félicite, ne sont pas en hôpital de jour. L'hôpital de jour peut être une solution encore importante pour beaucoup d'entre eux. Mais beaucoup d'entre eux sont suivis en externe et le seront de plus en plus. Mais ils le seront, je le répète, et votre discours ne m'intéresse plus, ils le seront, et je le répète, dans de bonnes conditions, si avec les parents, en partenariat, on arrive à coordonner de manière correcte différents types d'interventions. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Francis Perret, qu'est-ce que vous demandez? Il faut beaucoup de gens formés. Il faut beaucoup de gens formés. Voilà. Oui. Exactement. Il faut beaucoup de gens formés. Exactement ça. Mais pas des gens déformés. Mais il faut beaucoup de gens formés. Non, c'est ça, parce que le désarroi des parents, il faut penser à ça. Vous êtes dans cette situation. Il faut penser au désarroi des parents. Je ne pense qu'à ça, monsieur Perret. Je précise une chose. Mais je le crois. C'est pourquoi j'ai l'impression de perdre mon temps ce matin, parce qu'on ne parle pas de ça. Mais je ne pense qu'à ça. Il faut penser aux enfants, aux parents, et il y a aux gens beaucoup qui sont d'enfants perdus devant cette problème. C'est le fond du problème. Voilà, et qu'il faut aider. On a des témoignages de gens qui nous disent on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous en aurez, même quand les moyens seront très développés, vous aurez toujours des gens qui sont déçus de quelque chose. Actuellement, je vous le dis, le problème est le croisement des choses. Les connaissances ont beaucoup augmenté, elles sont multifactorielles. Vous dites que les choses ont bougé, sont en train de bouger. Beaucoup bougé. Et depuis 10 ans ou 15 ans, il y a très longtemps que je n'avais plus eu ce genre de débat et je m'en félicitais. Mais par contre, les moyens ont baissé. Pourquoi? Parce que les crédits vers la psychiatrie ont baissé, les crédits vers la pédagogie spécialisée ont baissé, les crédits vers l'éducation n'ont pas augmenté. Donc c'est ça, là est l'effort. Là est l'effort et ce chassé-croisé crée une souffrance chez les parents. L'État est responsable de laisser apparaître ou autoriser les médecins à poser des faux et mauvais diagnostics bannis par l'Organisation de la Santé, mondiale de la santé. J'insiste là-dessus. Notre combat, pourquoi nous faisons la marche de l'espérance samedi prochain, c'est de faire accepter par l'État, d'abord adopter les classifications internationales une fois pour toutes et bannir les classifications franco-françaises qui sont la source principale du gâchis de l'enfant et de sa famille. Je pèse mes mots en toute responsabilité. Je dis que tous les enfants en France, dans les centres ressources, dans les unités d'évaluation, sont labellisés, sont diagnostiqués avec la DSM-4 et la CMD. Monsieur n'écoute rien. Un dernier mot. J'ai été reçu avec Madame Hague et toute une série de professionnels de différents horizons au ministère il y a quelques mois, par Francis Brunel, qui travaille à Necker mais qui est conseiller du ministre, et qui a écouté avec la plus grande attention le fait qu'actuellement, nous avons des enfants les enfants qui sont pris en charge tôt, de manière multidimensionnelle et avec une bonne... donc vous êtes d'accord sur ce point-là? Tout à fait, émergent de l'autisme. Si on a pris le temps d'abord de bien savoir où on en était du point de vue du diagnostic, pas en une fois. Mais ensuite, ils émergent. Et M. Brunel, le ministère, a été très soucieux, effectivement, de ne pas se laisser enfermer dans des clivages de ce type-là. Alors, faites des émissions qui ne ramènent pas ces clivages à nouveau. C'est terminé. Je suis désolée. Le mot de la fin à Francis Perrin, c'est il faut quoi? Il faut que tout le monde travaille ensemble. Il faut l'espoir. D'abord, il faut l'espoir. C'est très important. Il faut penser à l'enfant et que il peut s'en sortir dans différentes méthodes. On est bien d'accord dans différents traitements. Mais c'est l'enfant le plus important. Il faut s'ouvrir. Il faut que les parents soient. Il faut parler d'autisme seulement quand on est sûr. Si on parle de c'est avec certitude. Merci à tous les trois. Débat mouvementé. Je ne sais pas si on a réconcilié tout le monde. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je pense que nos téléspectateurs auront appris des choses. Tout de suite, le journal.